Je m'appelle Baptiste Lavejoie, je suis architecte depuis 2012 et au sein de ces 10 dernières années, j'ai eu une pratique assez hétérogène de mon métier. Depuis 2017, j'ai monté mon agence et au sein de cette agence, j'ai participé à différents types de projets. Après 5 ans de production, j'ai opéré une réelle remise en question de ma pratique avec notamment une perte d'envie et une perte de motivation à exercer mon métier d'architecte. Dans le cadre de cette remise en question, j'ai participé à la formation du pôle EVA Construire éco-responsable et à l'issue de cette formation, il a fallu écrire un mémoire. Ce mémoire qui s'intitule Vers un autre possible, comment l'étude du vivant peut apporter des solutions d'éco-construction et de poésie en ville. Je viens donc le présenter aujourd'hui au LBBA Lab Climat. Comment aujourd'hui construire en ville, notamment à Paris ou encore dans les grandes villes européennes, comment on arrive à changer ces villes, c'est assez compliqué vu qu'on a un héritage historique très fort et qu'on a envie de protéger à raison. Comment peut-on intervenir aujourd'hui, non pas forcément en tant qu'urbaniste, mais en tant qu'architecte, ce qui tombe bien puisque c'est notre métier pour la plupart, et comment on peut essayer d'intégrer dans cette ville déjà présente une introduction du vivant. D'où le titre du mémoire. Donc vers un autre possible, comment l'étude du vivant peut apporter des solutions d'éco-construction et de poésie, puisque en fait, on se rend compte qu'à travers l'étude du vivant, c'est pas seulement des solutions techniques ou des solutions d'éco-construction, mais c'est peut-être aussi l'occasion de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut produire comme émotion quand on construit. Dans nos villes un petit peu parisiennes où le béton et la pierre sont un peu omniprésentes, on est un peu dans une sorte de paradigme d'immobilité et c'est justement à travers les manifestations de la nature qu'on peut ressentir peut-être le changement, le mouvement et cette notion du temps qui passe. Donc, une des premières manifestations de ces phénomènes naturels, c'est évidemment la lumière. La lumière, ce qui est le premier matériau qu'on nous enseigne en école d'architecture. L'occasion, que ce soit pour un organisme vivant ou pour un bâtiment, de s'orienter, de s'incliner, soit pour s'en protéger, soit pour en maximiser les apports. Donc, on peut voir ici quelques représentations, soit dans les constructions, que ce soit de Corbusier ou Tadao Ando, où la lumière est choisie, orientée, et au fur et à mesure de la journée, va évoluer, venir caresser la matière et venir la révéler, ou alors évidemment dans un sous-bois à travers la lumière des arbres, ou encore dans la poésie et les émotions qui sont créées par les photos de Lucien Clary. En architecture, on a plutôt tendance à essayer de s'en protéger. C'est souvent la cause numéro 1 des différents désordres qui créent des fuites, des dégâts et des soucis. Et si bien qu'on a plutôt tendance à la cacher, l'enfermer à travers donc des descentes d'eau pluviale, des gouttières ou même ces rivières qu'on vient recouvrir de béton. Et pourtant, l'eau, c'est l'origine de la vie. C'est là où viennent se regrouper les animaux. C'est une création d'émotions en termes olfactifs, en termes sonores. On peut se rappeler les moments où on regarde la pluie tomber sous une pluie d'été après un orage. Ça peut être donc l'occasion de la mettre en scène et de la célébrer. Ici, dans une réalisation d'Yves Perret, où dans l'entrée, plutôt que de cacher, il vient vraiment créer un chemin de l'eau, ou alors même à travers les gargouilles qui étaient donc faites, qui étaient des sculptures, mais qui venaient faire rejaillir l'eau le plus loin de la façade, mais qui était donc l'occasion de célébrer cette eau plutôt que de la cacher. Une autre manifestation du vivant, c'est le végétal, on y vient. Et la vision que j'aimerais essayer de développer, c'est une vision désordonnée, donc pas du tout dans l'héritage du jardin à la française, mais plutôt, dans un côté luxuriant. Quand on pense à nos bâtiments haussmanniens parisiens, on imagine tout de suite l'alignement, l'ordre, les grands boulevards. Et je pense qu'on peut avoir une approche qui n'est pas forcément, qui est antagoniste, mais qui peut être aussi complémentaire sur ces constructions, avec une végétation qui viendrait, choisie évidemment, mais qui viendrait phagocyter la construction et les ordonnancements pour venir justement la révéler. La ville de Paris a mis en place il y a quelque temps le permis de végétaliser.
C'est évidemment une entreprise louable qui permet aux riverains de venir s'approprier les différents espaces autour des arbres parisiens. Et comme on le voit ici, c'est un espace qui est bien délimité, qui est bien propre, surtout rien qui dépasse. Voilà, on laisse le végétal à un rang bien domestique. Pas loin d'ici, à 3 heures de train, on est à Amsterdam. Et alors, je ne sais pas si quelqu'un parle néerlandais, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, c'est le Geveltuin, qui veut dire le jardin de façade. C'est une autorisation de végétaliser qui est donnée à tous les habitants, c'est-à-dire de soulever le pavé, de venir planter le long des façades. Et donc, on voit ici avec une végétation qui vient beaucoup plus libre et beaucoup plus luxuriante, qui vient phagocyter donc toutes ces façades-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une mise à distance de la végétation, mais la végétation vient vraiment vivre avec l'architecture et avec la vie. Luc Schutten, architecte qui construit, mais architecte aussi qui réfléchit et qui a des réflexions un peu utopistes sur l'avenir de la ville, et notamment sa vision d'une ville végétale. Dans son ouvrage Les Toits Jardins de Bruxelles, il introduit l'idée de la ville en mutation. Et donc, comment on viendrait faire évoluer la ville. On n'est pas sans être forcément dans la démolition-reconstruction, mais avec cette idée que les constructions, même celles qui ont été construites au XXe siècle, elles sont construites avec une idée un peu, comment dire, d'éternité illusoire. Mais comment on viendrait la faire évoluer, vivre, mais en rapport avec la nature. Alors évidemment, c'est des dessins et des constructions un peu utopiques, mais Pierre Lose, quand il écrit le livre Vers une cité végétale, qui est en collaboration avec Luc Schutten, il évoque l'idée de l'importance de l'imagination. En effet, il dit que la plupart des intuitions de science-fiction de Jules Verne à l'époque se sont réalisées, et qu'il est important de matérialiser par le dessin ou par les écrits, en fait, toutes ces ambitions, même utopiques, dans l'espoir et la forte possibilité qu'elles puissent se réaliser un jour. C'est par le patient travail du jardinier constructeur, par la grève, le marcotage, la bouture, que Luc Schutten entend régénérer la ville et en refaire des villages habitables. C'est cette idée qu'on sort du paradigme du constructeur, mais que l'architecte deviendrait peut-être plus un jardinier, un horticulteur qui viendrait retravailler ces bâtiments, en faire des greffes, venir le tailler, etc. Évidemment, le tout végétal comporte certaines limites. On avait eu pendant la formation l'intervention de Laure Planchet, qui est une paysagiste. C'était une intervention assez passionnante. Et elle nous mettait en garde sur les végétaux sous perfusion. Donc, tous ces exemples qui sont à la fois très exaltants et qui peuvent provoquer de l'émotion chez l'habitant, mais qui demandent énormément d'entretien, qui sont coûteux et qui ne sont pas forcément support à la biodiversité, de par le fait que en fait, c'est souvent dans des pots fermés, le substrat est donc enfermé dans le pot, il n'y a pas de perméabilité entre les végétaux, etc. Donc on peut se poser la question du bien fondé de ce type de végétation qui, donc, comme je disais, demande beaucoup d'entretien et est très coûteuse. J'aurais tendance à me dire que c'est pas forcément du temps perdu ni de l'énergie perdue, puisque vu qu'elle crée justement de l'émotion, qu'elle peut-être permet de reconnecter le citadin qui peut avoir perdu justement ce contact avec la nature, avec cette notion du vivant, de la plante qui va vivre, grandir, mourir, qui va perdre ses feuilles à l'hiver. À droite, c'est des immeubles de logement à Chengdu qui peuvent nous rappeler le Bosco Verticale de Milan, qui aujourd'hui, je crois que c'est 80% des logements sont abandonnés parce que en fait, on est dans une région humide et donc toute cette végétation favorise l'eau stagnante, et donc les moustiques ont envahi l'environnement, faisant fuir les habitants. Donc, là, pour le coup, la végétation a vraiment repris ses droits. La trame verte, c'est l'analyse de la biodiversité. On identifie des réservoirs de biodiversité, donc ça va être généralement en ville les grands parcs, type Bois de Vincennes, Bois de Boulogne, Butte-Chaumont. Enfin, voilà, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Entre ces parcs va être soit des frontières qui vont empêcher la biodiversité de se déplacer, de se développer, soit donc des corridors écologiques.
Et regarder un petit peu la ville de cette façon permet de se poser la question à chaque fois qu'on construit un projet, comment mon bâtiment peut faire partie en tout cas d'un corridor écologique. On peut se dire que quelle que soit l'intervention, aussi petite soit-elle, peut-être qu'elle participe intrinsèquement à la création de ces corridors écologiques. L'étude du vivant, c'est une source d'inspiration et d'énergie créative. Et à travers ça, je voudrais vous parler du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est un petit peu un fourre-tout généralisé qu'on voit un petit peu, qu'on voit assez souvent dans des conférences de TEDx ou dans des grandes opérations de publicité, de promoteurs ou quoi que ce soit. Donc ça peut être un gros vecteur de greenwashing ou ça peut être quelque chose de très intéressant. Ça a été théorisé par Janine Benyus. C'est le principe de s'inspirer de la nature pour résoudre des problèmes humains. Ce qui est intéressant dans la démarche qu'elle décrit, c'est le caractère éphémère de notre mode de vie du XXIe siècle. Que même si on est aujourd'hui très ancré dans notre pratique et qu'on se sent être humain tout puissant qui avons domestiqué la planète, mis en parallèle avec les 3,8 milliards d'années de recherche et développement des organismes vivants, c'est pas grand-chose. Et donc, en fait, sachant qu'on commence à traverser donc cette crise climatique, se reposer la question sur le long terme de cette recherche et développement et de comment les organismes qui ont survécu jusque-là, qui ont évolué, et comment s'en inspirer de ces champions de la durabilité. Et une autre définition qui m'intéresse dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit: en tant que biologiste, je considère que nous sommes une espèce parmi d'autres et que tout ce que nous faisons et fabriquons est naturel. Lorsque nous fabriquons un marteau ou un gratte-ciel, nous ne sommes pas différents du rouge-gorge qui fait son nid. Ce que j'aime bien à travers cette définition, c'est que on est loin de la définition un peu éculée du greenwashing, où c'est en faisant le biomimétisme ou alors l'écologie, c'est mettre du vert partout. C'est pas forcément ça. C'est-à-dire que chaque construction humaine, on est des êtres vivants, on participe au vivant. Et que le paradigme, c'est plus d'essayer de construire pour la durabilité que de construire vert. Donc dans le biomimétisme, il y a trois échelles d'analyse. La production et transformation de matière, c'est comment le vivant crée de la matière. C'est plus une approche microscopique qui va intéresser donc peut-être plus des ingénieurs, mais qui n'en reste pas moins passionnante. Une autre approche, c'est l'approche formelle et fonctionnelle. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas mettre les exemples les plus connus de Gaudi, mais moi j'avais été, lors de mon voyage, justement assez fasciné par la simplicité de cette construction qui s'inspire en fait, dont la toiture s'inspire de la forme de la feuille pour écouler l'eau, tout simplement. Et alors évidemment, là on est quelque chose sur vraiment, on s'inspire d'une forme et on la retranscrit. Et de cette retranscription, en fait, il y a une évidence qui se dégage qui crée de l'émotion. L'approche écosystémique, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de regarder chaque élément comme faisant partie d'un tout. Dans notre travail d'architecte, avoir cette approche écosystémique nous pousse à regarder chaque élément de la construction comme faisant partie d'un tout. Tout d'un coup, le déchet n'est plus juste un déchet, il vient de quelque part, il peut être réutilisé. Et la mise en parallèle, par exemple, avec l'arbre, qui vient capter le soleil, qui vient transformer l'énergie, dont les feuilles qui viennent capter le soleil deviennent tout d'un coup du substrat, etc., etc. C'est cette analogie avec le travail de l'architecte que je trouve très intéressant. Yves Perret dit « Construire, c'est marier la technicienne et le poète, le philosophe et le plombier ». Voilà, c'est vraiment cette approche pluridisciplinaire qui est mise en parallèle avec une approche écosystémique et très intéressante. Donc du matériau au bâtiment, regardez pousser les villes, regardez ce qui s'est fait du côté du low-tech, du vernaculaire, et avec l'apparition de la crise climatique, on voit apparaître des nouveaux matériaux issus tout simplement de la culture. Donc la paille, la terre, le bois, le chanvre. Il s'agit de cultiver les matériaux comme on cultive nos plantes, disait Yves Perret. Ces matériaux qui sont donc vivants, qui viennent capter le CO2,
qui sont meilleurs pour la santé, à la fois des habitants et des ouvriers, qui changent la notion de déchets végétal en ressources, qui nécessitent moins d'énergie pour leur transport ou leur transformation. C'est aussi l'apport d'une notion de plaisir, en fait, à la fois comment dire, dans la texture, dans le toucher, dans la façon dont ils vont refléter la lumière, mais aussi dans leur mise en œuvre. La forme de la timidité, c'est une notion que je retrouve, enfin, là en tout cas dans cette photo, c'est cette notion de dire que les arbres vont laisser un espace dans leur canopée, dans leur feuillage, autour de 80 cm entre chaque feuillage. Aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien pourquoi. On se demande si c'est pour laisser passer la lumière, si c'est pour éviter que les maladies se transmettent. Il n'y a pas vraiment comment dire, d'explication claire à ce propos. Ce que j'aime bien à travers cette image, c'est une notion qui me rappelle en fait la notion du ma dans la tradition japonaise. Et la notion du ma, c'est cet espace du vide qui vient définir le plein par les interstices qu'il y a entre chaque bâtiment. Ces interstices, à la base, ils sont plus pour des problèmes sismiques ou historiquement pour des problèmes de propagation du feu et de l'incendie. Mais on peut voir que grâce à ces interstices, et sans doute à un héritage culturel aussi, chaque bâtiment au Japon est très déconnecté des uns des autres. On est loin de l'alignement parisien et ça permet une architecture qui est beaucoup plus libre et de cette liberté beaucoup plus riche, à mon sens. Regardez le bâtiment comme un édifice vivant, toujours l'analogie avec un être vivant. Ici, on a le bâtiment du Eastgate Center, qui est, à mon sens, pas le seul, mais en tout cas la plus grande réalisation et la plus intéressante réalisation issue du mouvement biomimétique. Ici, on est au Zimbabwe, à Harare, et la commande, c'est en 1997. On demande à Mike Pierce de construire un bâtiment de bureaux avec des centres commerciaux sans clim. Il fait évidemment très très chaud. Donc Mike Pierce explique que c'est inspiré des termitières qui ont un système de ventilation très élaboré, qui donc c'est le principe du tirage thermique. Il a 48 cheminées pour permettre à l'air chaud de s'échapper à travers tous ces grandes colonnes de ventilation. De la toiture prairie à la façade écorce, coloniser l'architecture par le vivant. Donc c'est un peu, on se rapproche un peu plus du thème que vous allez chercher à développer dans le Lab Climat. C'est comment, évidemment, comment l'architecture devient support du vivant. On a ce graphique pardon, ces deux petits dessins de Chartier-Dalix que je trouve assez intéressant, qui rappelle la trame verte qu'on a vue tout à l'heure, à savoir l'idée à une échelle plus microscopique que celle de la ville, mais comment on vient en fait, en partant du principe que dans la rue il y a suffisamment de végétation, etc., comment on vient créer un corridor écologique depuis la rue jusqu'à la toiture. Et donc comment la façade peut devenir un corridor écologique entre deux bassins de biodiversité qui serait donc ce qu'on trouverait dans la rue et ce qu'on aurait sur la toiture prairie. En effet, comment dire, en 50 ans, 70% des animaux ont disparu, vertébrés, et en France, 30% de la faune des oiseaux ont disparu. Donc on peut se dire, avec cet effondrement de la biodiversité, que en retrouver, en tout cas à notre échelle, est une absolue nécessité. Donc comment on y arrive sans forcément essayer de trouver des solutions tout de suite. L'étude de la toiture prairie nous montre que ça peut être une solution. L'agence environnementale Nature Paris a fait une étude sur 31 toitures végétalisées pour en essayer d'en comprendre, d'en comprendre les évolutions et à quel point ce système peut être vertueux. On voit que 70% des espèces végétales observées résultent d'un peuplement spontané. Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'évidemment,
En tant qu'architecte ou paysagiste, on va venir avoir des idées, mais 70%, quelques années après, 70% de la végétation qui reste est pas proprement spontanée. Le bureau d'études Étamines préconise de diversifier les habitats végétalisés pour favoriser l'intégration du vivant. Pour lui, donc, il y aurait comment dire, différentes approches, notamment autour du substrat. L'idée, c'est d'en varier les épaisseurs, de ne pas avoir toujours la même épaisseur de substrat sur l'ensemble de la toiture. Varier les types de substrats, donc soit de la terre végétale, des substrats pierreux, sableux, et intégrer des éléments diversifiant le milieu, donc du bois mort ou des panneaux solaires, par exemple, pour créer des parties ombragées. Et concernant le choix de la végétation, l'idée c'est surtout de favoriser une diversité végétale afin que le vivant puisse s'intégrer le plus facilement possible. Il préconise à minima d'avoir 15 espèces. Favoriser la végétation spontanée en surveillant les invasives, donc ça fait de surveiller, ça implique d'avoir un contrôle et un entretien. Et évidemment, mettre en place des espèces locales et qui s'inspirent des associations de plantes au milieu naturel qui sont évidemment dans le coin. Évidemment, ces toitures végétales changent un petit peu la notion structurelle qu'on peut avoir du bâtiment, puisque toute cette terre, notamment quand elle vient récupérer l'eau, implique une très forte charge. Et évidemment, il faut être très vigilant sur tout ce qui est fluide potentiel, puisque les racines, elles ont envie de se développer quoi qu'il arrive. Donc l'autre partie de ce corridor écologique serait donc évidemment le mur. L'agence Chartier d'Alix travaille sur ce sujet depuis quelques années. Ils nous ont mis à disposition à travers soit leurs ouvrages ou leurs conférences tous leurs travaux. C'est assez passionnant. Et ils s'inspirent globalement surtout de cette idée de murs en pierre sèche qu'on voit un petit peu partout dans l'architecture vernaculaire, où le vivant vient s'intégrer, le coloniser et le vivre. Et donc l'idée, c'est comment on vient, dans notre construction en ville, créer un support pour le vivant. Pour eux, donc, ils viennent créer ce concept de mur biodiversitaire qui est composé de 3 différentes couches. Donc, il y aurait la couche de surface, qui est donc tout à gauche, qui isole le substrat et le protège des agressions extérieures, qui permet au végétal de se développer et qui peut potentiellement faire de la rétention d'eau. Ensuite, on a comment dire, la couche de substrat qui est ce qu'ils appellent le système biodiversitaire, qui préserve une continuité écologique et qui vient justement protéger, puisque protégé par la partie extérieure, permet d'avoir de la rétention d'eau et surtout d'avoir une continuité entre les racines et le substrat. Et enfin, la partie donc tenir, isolée, qui est le mur tel qu'on le voit aujourd'hui de façon architecturale. Pardon. Ce que je trouve intéressant en plus dans ce nouveau mur, c'est son épaisseur qui change un petit peu des 16 cm de béton plus l'isolant et plus le parement. C'est que tout d'un coup on est sur une vraie épaisseur de mur qui change un petit peu notre vision de la construction et qui vient réintroduire la notion de seuil de par l'épaisseur de ce mur. On retrouve aussi du coup la notion du temps, puisque le mur, le mur vit, il évolue et il change en fonction des saisons. La falaise, c'est un petit peu une image que je trouve intéressante, puisque c'est dans les éléments naturels, c'est une des seules parois donc, naturelles évidemment qui est verticale et qui se rapproche donc de la construction. On y voit ici à gauche des hirondelles qui viennent y faire leur nid. Dans le dessin à droite, c'est Yves Perret qui représente
comment le vivant vient coloniser ses parois verticales. Et on peut se poser la question, du coup, comment notre paroi verticale, chaque construction, peut devenir le support du vivant. J'ai croisé à une conférence l'entreprise NAT, qui est un ancien constructeur de béton, et une ancienne entreprise de béton, et qui s'est reconverti pour faire ses nichoirs. Donc là, c'est vraiment une solution très technique et ponctuelle et quasiment invisible pour intégrer donc ces nichoirs dans le bâti. Alors il met en garde quand même en disant que c'est que pour certaines espèces, puisqu'il faut que dans un souci de pérennité, il faut que l'oiseau soit capable de faire son propre ménage. Donc il parle de martinet, de rouge-queue et de moineau. Et sinon, dans une approche un peu plus architecturale, on a évidemment Chartier d'Alix. Alors là, j'arrive pas trop à voir où sont les nichoirs, mais ils ont fait tout un diagramme qui explique que dans cette école de la biodiversité qui est à Boulogne, sont cachés tout un tas de nichoirs. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette école, c'est qu'elle a été faite en parallèle avec un écologue, et que depuis leur construction, je crois que c'était en 2015 ou autour de ces années, et en fait, il y a un suivi qui est fait depuis par cette même agence, ce même écologue, pour en voir tout l'intérêt et toute l'évolution. Cette approche d'ailleurs de travail, alors évidemment on travaillait toujours en tant qu'architecte avec des paysagistes, des bureaux de structure, etc., mais si on peut se prendre à imaginer que l'écologue deviendra un intervenant privilégié et régulier de l'architecte à partir de demain, et ce qui apportera sans doute beaucoup de poésie et d'envie dans notre pratique. Pour aller plus loin, je vous conseille vraiment la lecture du livre d'Architecture sans maudire de Yves Perret. Pour moi, ça a été une vraie révélation, cette rencontre avec ce personnage. C'est à la fois un architecte, un philosophe, un poète. Il a une approche de l'architecture qui est extrêmement large et extrêmement poétique. Donc, je vous invite vraiment à lire son livre. Je vous laisse avec cette citation toujours de Yves Perret. Que nos projets à venir se vautrent dans le plaisir, se teintent d'humour, osent la fantaisie, se bordent de douceur, explorent la nuance, accueillent le vivant, appellent les gestes délicats, ouvrent l'imaginaire, veillent à la longueur du temps, parlent de beauté et se glissent savamment dans les souffles du monde.